Bonjour à tous, on se reconnecte pour voir si ça va fonctionner cette fois-ci. Je vous épingle le petit lien de la professionnelle, Violaine Capet, qui sera en live donc avec nous tout de suite. On se connecte, on se connecte. Alors. Allez, on y croit cette fois. On y croit, on y croit. Ah, il n'y a pas le son? Si. Ah, il y a un bug. Il y a un bug Instagram, malheureusement. Ah, super. Super, super, super. Bon, eh bien, si on n'a pas le choix que l'audio. Si, si, elles sont. Bon, c'est bon. Il y a le son déjà. Une chose. Oui, oui, Tatiana, je lis les commentaires. Du coup, je suis en plus obligée là, puisque je n'ai pas grand-chose à quoi me rattacher. Je me connecte. Alors, Violaine, on y croit. Cette fois, c'est la bonne. Je suis sûre que ça va se connecter. Je viens de t'envoyer, Violaine, du coup, une autre demande. À voir si ça marche. Du coup, Violaine, n'hésite pas à parler. Parce que du coup, si je ne te vois pas, je te renvoie la demande. Ah, Alors, la vidéo marche, ça y est. est-ce que c'est bon? Ah bah décidément, Instagram nous en fait voir de toutes les couleurs, vraiment. Alors tout à l'heure, il y avait le son, mais pas la vidéo. Maintenant, il y a... Impeccable, impeccable. Merci, merci Violaine d'avoir accepté de faire ce live avec nous aujourd'hui sur la peur de ne pas être à la hauteur dans le monde du travail. Comme toujours, tu le sais, avant de commencer un live, je vais te demander de te présenter, s'il te plaît. Et merci encore pour ta patience. Bonjour Charlotte, bonjour à tous. Et donc, pour me présenter vite, j'ai une vie professionnelle assez riche avant de faire ce que je fais aujourd'hui. Donc, je travaillais dans le public, à l'Assemblée nationale, au service du Premier ministre. J'étais avocate, j'ai travaillé en entreprise pendant une douzaine d'années et je me suis intéressée ensuite très fortement à la problématique du travail, aux reconversions professionnelles, à la problématique de sens. Et donc voilà, ça fait maintenant 6 ans que j'accompagne des personnes qui sont pas bien dans le monde du travail, qui cherchent une issue pour vivre mieux en fait leur situation professionnelle et éventuellement, et c'est vraiment mon but, de les aider à même s'épanouir et s'accomplir Super. dans le travail. Voilà. Merci, On peut merci parler Violaine. comme ça. Du coup, toi, tu reçois en présentiel, en ligne et ou les deux? D'accord, super. Exactement. J'ai mon cabinet qui est près de la plage sur le bassin d'Arcachon. Et j'ai, alors c'est pas un endroit, voilà, c'est pas près d'une grande ville, donc j'ai beaucoup, beaucoup de clients D'accord, à distance, d'accord, quoi. ça Hein. marche. Merci, merci Voilà. Violaine. Alors, on va commencer ce live justement sur la peur de ne pas être à la hauteur dans le monde du travail. Je vois qu'il y en a déjà pas mal à qui ça parle. Alors, justement, Ouais. Violaine, ne pas se sentir à la Mhm. hauteur, ça veut dire quoi? Eh bien, justement, je trouvais que le thème était intéressant parce qu'on en entend beaucoup parler. C'est aussi une expression que j'entends beaucoup dans mon cabinet. Et je trouve que c'est un piège mental auquel il faut faire vraiment très attention. Parce que ne pas être à la hauteur, finalement, ça veut dire quoi? Comment est-ce qu'on mesure cette hauteur? Est-ce qu'elle en a une déjà? Et quel fondement scientifique, sociologique, mathématique, psychologique, que sais-je, a-t-elle? Donc pour moi, comme c'est un mécanisme de pensée qui est biaisé car invérifiable, il est intéressant d'aller chercher un petit peu Hmm. derrière qu'est-ce qu'il peut bien vouloir dire. Donc, quand je me suis intéressée à ça, je me suis intéressée au concept d'athélophobie, donc là, qui est vraiment la peur pathologique, hein, puisqu'il y a le mot phobie dedans, euh, de, euh, de excusez-moi, je cherche mes mots, la peur pathologique en fait d'être imparfait et pathologique parce que disproportionnée par rapport au danger réel que constitue en fait cette situation dans laquelle on est d'être imparfait.
d'accord, sur les enjeux que tout ça pourrait avoir dans sa carrière professionnelle. Donc, ce sentiment de ne pas être assez bon, ce sentiment en fait d'être imparfait. Il y a aussi un autre concept dont on parle beaucoup qui est celui de l'anxiété de performance. Donc, l'anxiété, on sait, c'est une peur projective. Hein, par définition, on va imaginer, le cerveau est excellent pour ça, des scénarios absolument catastrophiques. Donc, on s'inquiète sans savoir finalement, parce que par définition, on ne vit que le réel, on ne vit pas le futur. Donc, on s'inquiète de quelque chose finalement dont on ne sait rien, qu'on appréhende. Quand on parle de la performance, là, on parle d'un acte vécu ou interprété comme un exploit ou une réussite quantifiable, normalement, et qui favoriserait la reconnaissance. Donc, on est dans le siècle de la performance. Hein. On est vraiment dans un monde où elle est recherchée à tout niveau. Et donc, l'expression ne pas être à la hauteur, même quand on va chercher ces concepts-là, hein, donc une peur phobique de ne pas être à la hauteur ou une performance, c'est-à-dire un niveau, un exploit qui favoriserait la reconnaissance, on se rend bien compte finalement que c'est pas tenable tout le temps, si tant est qu'on arrive à être performant souvent. Donc, ce qui est intéressant pour moi, c'est de se dire qu'on va essayer d'apprivoiser en fait ces peurs, de les comprendre, de les détricoter, de comprendre qu'est-ce qu'elles viennent jouer chez nous, de comprendre aussi qu'il y a un fantasme, que le cerveau, notre cerveau humain, il n'est pas fait pour absorber des images de réussite, de performance extrême sur les réseaux sociaux en permanence. Hein, il n'est pas du tout fait pour ça. Donc en fait, il a une image complètement faussée en fait de la réalité. Et faire l'expérience qu'il est possible d'avoir une vie sans être tout le temps performant, mais d'être quand même bon, de se sentir quand même à la hauteur et d'avancer là-dedans. D'accord. Merci Viviane pour cette explication. Ouais. Pourquoi justement on peut avoir cette peur de ne pas être à la hauteur au travail? Alors, moi, j'ai vu qu'elle se manifestait beaucoup à l'occasion d'un nouveau poste dans la même entreprise, d'un changement d'entreprise. Donc, on voit bien qu'en fait, il y a une inconnue qui est là. Donc, effectivement, le cerveau va mal anticiper, va se mettre une pression très, très importante. Elle survient aussi pas mal chez les personnes qui n'ont pas travaillé à un syndrome d'imposteur qui est resté, qui est tenace, ou des personnes qui n'ont pas confiance en elles. Évidemment, les personnes perfectionnistes, parce que par définition, ils ne sont pas assez. Les hypersensibles qui ont un hygiaphone dans la tête et qui donc du coup vont avoir une idée de la performance complètement démesurée par rapport à ce qui est attendu et au niveau interne également. On peut parler aussi de la population un peu HP, enfin voilà, les cerveaux droits qui, eux, vont pas avoir la même notion de la performance qui est attendue. Donc, du coup, quand on ne sait pas trop ce qui est attendu, la chose est compliquée. Donc, c'est une grosse population finalement. Et pourquoi cette peur? Eh bien, pour moi, parce qu'on vit dans un monde où la performance, hein, comme je l'ai dit, elle est étalée, elle est revendiquée. Alors pour le coup, elle n'est pas vérifiée du tout, hein, parce qu'on ne sait pas s'il y a des filtres, s'il y a des... Bref, on ne sait pas tout ce qu'il y a derrière. Donc le cerveau va être induit en erreur d'une certaine manière. Et parce qu'on vit dans un monde où le travail est divisé, en fait. Il n'y a plus le travail collectif qu'il y avait auparavant, d'équipes qui effectivement travaillaient dans le dur. Hein, je parle des mineurs. Je parle des travaux dans les champs. Évidemment, ces travaux étaient pénibles, mais il y avait une cohésion de groupe qui était forte. On savait exactement dans le groupe qui faisait quoi et qui était payé pourquoi et d'ailleurs à quelle hauteur cette personne était payée. Dans le monde de travail aujourd'hui, on ne sait pas tout ça. Il y a un certain nombre d'entreprises qui fait le choix de favoriser la transparence des salaires, de mettre en place un certain nombre de chartes. Tout ça favorise en fait quand même une certaine forme de... il y a moins de stress en fait. On connaît les choses, mais dans d'autres, c'est utilisé en fait de manière pas toujours très judicieuse, voire carrément perverse. Ça peut arriver aussi malheureusement. Et en fait, les personnes se sentent en compétition absolument de manière absolument permanente ou sur un siège éjectable. Donc, il y a ce qui se passe à l'intérieur de leur cerveau, parfois qui est
qui n'a pas de sens, hein, puisque c'est parfois des personnes qui ont vécu, ça peut arriver, des traumas dans l'enfance et qui ne seront jamais assez et qui, dans l'entreprise, sont là pour régler cette question-là. Alors que Pas forcément l'endroit, c'est le meilleur moyen. Et donc, ils vont se servir de ce terrain-là pour essayer de réparer quelque chose qui sera par définition jamais réparé. Mais il y en a aussi qui vivent, qui ont une vraie sensibilité, qui c'est compliqué de travailler quand il y a un climat de confiance établi et qui vont tout le temps remettre en cause en fait leur travail par rapport à ce fameux regard des autres, hein. Que ce soit leur hiérarchie ou leurs collègues ou D'accord, leur père. merci Violaine. Je vois qu'il y a beaucoup de questions qui fusent déjà, où les personnes nous disent aussi super ce live, il vient à point nommé. Effectivement, il y en a beaucoup qui vont faire leur rentrée, je pense, oui. Ou d'autres qui commencent un nouveau travail, justement. Donc, effectivement, ça tombe parfaitement bien. C'est vrai. Du coup, quels sont les comportements courants qui sont en lien avec la peur de ne pas être à la hauteur au travail? Alors, ce que j'ai pu observer, c'est tout ce qui concerne le refus d'évoluer, de prendre un poste avec plus de responsabilités, plus de challenge. Donc, il y en a qui viennent me voir après ce qu'ils considèrent être cet échec-là, de ne pas avoir osé parce qu'intérieurement, ils se sont mis des freins. J'ai aussi des personnes qui viennent, parce que c'est vraiment mon cœur de métier, donc qui viennent me demander de les accompagner dans leur reconversion professionnelle. Et c'est à ce moment-là que moi, je dois être très attentive parce que des fois, je peux constater que ces personnes-là sont finalement complètement à leur place, qu'elles y sont bien, qu'il serait vraiment dommage qu'elles abandonnent à ce moment-là de l'aventure parce que, en fait, elles ont encore des choses à faire là-bas et elles sont challengées, elles ont peur de ne pas être à cette fameuse hauteur qu'elles se sont imposées. Donc là, c'est plutôt un public féminin. Et ces dernières années, j'ai accueilli pas mal de chefs d'entreprise qui étaient femmes, toujours sur le même modèle d'ailleurs. Elles avaient souvent monté une association dans laquelle elles étaient bien, une petite échelle. Et puis, au fur et à mesure, il y a des levées de fonds, l'association passe en bourse ou quelque chose comme ça. Et là, on change d'échelle, il se passe un truc un peu fou. À la fois, c'est plein d'adrénaline et c'est agréable, mais en fait, les femmes que j'accompagne ont peur de perdre cette maîtrise, cette perfection qu'elles avaient pu avoir jusque-là. Et c'est là où il y a presque l'envie de dire tant pis, je lâche mon poste de présidente, je lâche tout parce que, en fait, c'est plus compliqué pour moi de me confronter à ma propre imperfection que de tout recommencer à zéro, ce qui est fou, ce qui en tout cas nécessite d'être interrogé et bien interrogé avant de passer à l'action. Et puis, il y a aussi des personnes qui sont en place, qui n'arrive rien de spécial, qui vivent très mal en fait leur travail et qui ont en fait dont le corps en fait arrête pas de s'exprimer par des migraines ophtalmiques, par des maux de ventre incessants. Là, c'est autant les hommes que les femmes. Alors parfois, voilà, il y a un problème de management qui est en cause. Enfin, voilà, il y a en fait une diversité de causes, mais les comportements sont ceux-là, hein. Donc, trouver des moyens d'éviter le danger, se saccager, s'auto-saboter ou survivre en ayant des mots compliqués à gérer sur place, quoi, hein. Voilà. C'est à peu près ce que j'ai pu voir. D'accord. Maintenant qu'on a vu le comportement courant, n'hésite pas à me dire si jamais tu en as oublié un. Quelles sont les stratégies à adopter pour dépasser la peur de ne pas être à la hauteur au travail? Alors, je vais être assez claire. Généralement, on attend de moi que je sois extrêmement compréhensive et que je m'atterne un tout petit peu à ce que je fais, évidemment, quand il y a besoin en tout cas, de comprendre, d'avoir une écoute active sur la souffrance, parce que la souffrance est réelle, elle est vraiment terrible. Mais je suis persuadée, et je ne suis pas la seule, que en fait, pour apprivoiser son anxiété, il faut la confronter au réel. Il n'y a vraiment que comme ça qu'on y arrive. Donc là, il faut prendre son temps, être dans évidemment l'hyper-bienveillance et voilà, avoir beaucoup de tact pour se dire qu'on va
petit à petit confronter en fait son expérience de l'imperfection et de la peur du regard des autres, voilà, dans le temps, au moment où la personne se sent en accord pour le faire. Il faut vraiment se dire que c'est vrai que dans cette, j'aurais pu le dire aussi en préambule, dans cette peur de ne pas être à la hauteur, évidemment, vraiment l'autre, le groupe social va jouer une importance phénoménale. Et on a hérité dans notre fonctionnement cérébral d'un intérêt très très fort pour ce que va penser le groupe. On est constitué comme ça, on est des êtres sociaux. On ne peut pas faire sans. Et donc, on s'épanouit, on grandit et on fonctionne dans un groupe social. Donc, c'est vrai que l'aspect phobique, ou ce qu'on va essayer d'éviter, ou la peur qu'on va avoir, c'est d'être rejeté, plus aimé par les autres, mis au banc d'un groupe ou d'une société. Or, faire l'expérience qu'on peut aussi réussir, parce que parfois on a tellement peur qu'en fait, on imagine les pires scénarios, hein, et y aller doucement, c'est intéressant, et comme je disais la fois dernière, et qu'on peut aussi échouer, et continuer à être accepté, aimé et reconnu par le groupe, justement parce qu'on a osé. Et ça, c'est hyper fort. Ça, c'est hyper fort. Quand les personnes arrivent à faire ça, et se disent, mais enfin, je suis là, et en plus de ça, j'ai été applaudie, même si je ne suis pas allée au bout de mon expérience, ça, c'est super fort. Et puis, ça vaut vraiment pour toute la vie, puis finalement, dans tous les domaines de la vie. Parce que là, on parle du travail, mais cette anxiété de ne pas se sentir à la hauteur, ça peut être dans la vie intime, bref, dans tous les domaines possibles et imaginables. Il y a une petite tactique qui marche bien aussi, c'est l'idée de faire 3 ronds. Alors, le plus grand rond, on va mettre ce qu'on fantasme qu'il se passe. D'accord, enfin, par exemple, une échéance par rapport à une prise de parole en public. Donc là, on se lâche, enfin, le cerveau qui rumine sur plein de choses, ça va être horrible, je vais complètement traquer, je vais suer, je vais être rouge, je vais parler 10 fois plus rapidement que d'habitude, on ne va pas me comprendre, on va se moquer de moi, etc. Un rond plus petit qui dit ce qui peut arriver raisonnablement. Déjà, hop, on descend d'un clan. Et puis quand ça s'est passé, dans le petit rond, c'est finalement ce qui arrive. Et quand on s'exerce comme ça, petit à petit, la personne peut prendre conscience du fait que, franchement, elle a beaucoup d'imagination aussi. Hein. Ça, c'est... Il y a aussi l'idée de se réapproprier cette fameuse échelle de valeur, cette fameuse échelle, enfin, cette fameuse hauteur. Et se dire que finalement, développer son intériorité en disant que ben non, je ne vais pas être parfait, je vais faire l'expérience. Finalement, j'ai essayé ça pendant toute ma vie, puis je me suis vraiment fait mal. Je vais essayer de faire au mieux, ce sera déjà pas mal. Et ça, en fait, souvent, c'est ce qu'on est capable de faire pour nos enfants, mais pas pour nous-mêmes. C'est vrai, hein, souvent les personnes que j'accompagne qui sont parents se rendent compte qu'ils ne veulent pas infliger cette torture qu'on leur a parfois infligée quand ils étaient petits, et que déjà, faire de ton mieux, c'est déjà pas mal. Donc ça, c'est quelque chose aussi sur lequel on peut pas mal travailler. Qu'est-ce que je peux dire encore? Oui, il y a quelque chose qui marche pas mal aussi, c'est pour le coup de rassurer un peu les personnes, parce que parfois il faut que je joue un peu ce rôle-là, en disant que s'ils ont été placés à ce poste-là, dans cette entreprise-là, c'est pas parce qu'ils sont les meilleurs, c'est pas parce qu'ils sont parfaits, ça c'est pas vrai, c'est parce qu'ils sont les mieux à même de répondre à cette mission aujourd'hui dans l'entreprise, et peut-être parce qu'ils sont les plus capables d'oser. Et là, en fait, ça change le logiciel. Ok, je ne suis pas là parce que je suis parfait. Je suis là parce que peut-être qu'au niveau de mon expérience, de ma personnalité, j'ai un truc en plus à faire ici, mais ça ne veut pas dire que je dois être parfait. D'ailleurs, j'ai le droit de demander de l'aide. D'ailleurs, j'ai le droit de dire que, ok, j'accepte ça, mais pas ça, ou ça dans cette durée-là. Et ça aussi, ça d'ouvrir aussi cette horizon en disant apprendre à doser soi-même. Donc ça, c'est tout le processus de réintégration de cette fameuse hauteur et de ce challenge qu'on va se fixer, nous, par rapport à nous, et en bienveillance. Très, très intéressant, Violaine. Alors justement, c'est qui peut nous aider à avancer dans ce travail-là? Parce que maintenant que vous connaissez les stratégies un peu, des fois, y aller seul, c'est pas simple. Alors, qui c'est qui peut nous aider dans ce travail? Quel spécialiste ou spécialité pourrait nous accompagner dans ce changement? Alors, je vais commencer par moi. Normalement, ça se passe pas comme ça. Il faudrait que je finisse par moi.
parce que bon, c'est une évidence si j'ai voulu choisir ce sujet-là, on va dire ça comme ça. Euh, euh, Puisque j'accompagne les personnes à trouver leur place voilà, sur le plan professionnel, en termes de sens et de performance aussi, parce que l'idée, c'est de s'amuser aussi. Et donc, il y a un peu de performance. Et quand on va vers les hauteurs, ça peut être aussi agréable. Pas si on souffre, évidemment, pas si on souffre. Voilà. Seulement, dès qu'on est dans une souffrance qui est de l'ordre de la phobie, voilà, des migraines à répétition, qu'on est vraiment dans une grande souffrance, j'encourage beaucoup à ce que je travaille avec d'autres professionnels ou ces autres professionnels ont travaillé avec la personne avant moi aussi pour dépasser un certain palier. Alors tout ce qui est évidemment professionnel en TTC, ça c'est évident que quand il y a une angoisse qui est invivable, bah c'est vraiment nécessaire et les progrès sont vraiment, vraiment significatifs. Et moi, j'ai l'habitude de travailler aussi avec une spécialiste en EMDR. Là, c'est voilà, quand j'ai pu voir qu'il y avait un trauma qui nécessitait vraiment l'accompagnement d'une personne qui connaisse cette méthode-là pour voilà, bouger un tout petit peu le cerveau et qu'on puisse avancer parce que sinon, quand on est avec un trauma trop vif, c'est compliqué parce que les barrières sont encore là et elles ont des raisons d'être là. Donc, pour aider à ce qu'elles puissent petit à petit être un peu ouverte, un peu baissée, ça peut être très intéressant de travailler au moins à deux D'accord. sur un parcours. Merci, merci Violaine. Il y a Stéphie déjà qui te remercie, qui dit les mots que vous venez de nous dire me font beaucoup de bien. Ils sont un vrai déclic. Euh, on a, on a Alba qui nous dit, est-ce que vous accompagnez des jeunes sans expérience aussi entre 19 et 21 ans? J'accompagne davantage des personnes qui ont plus plus d'épaisseur professionnelle, comment de bagages professionnels, parce que évidemment, ma spécialité, c'est vraiment la reconversion, c'était plutôt ces personnes-là. Mais bah, je vais réfléchir parce qu'effectivement, de plus en plus, je suis sollicitée par des personnes qui peuvent avoir vécu un burn-out, qui est aussi vraiment le domaine dans lequel je travaille, dans les études, ou qui peuvent être très vite confrontée à une hyper angoisse en arrivant sur le monde du travail. Alors, quand on est assez jeune dans le monde du travail, je dirais qu'au début, c'est pas qu'elle est normale, d'accord? Si elle est vécue dans la souffrance n'est pas normale. C'est ce que je dis toujours. La souffrance, elle est là pour nous dire qu'il faut bouger, qu'il y a quelque chose qui va pas bien. Mais évidemment, on joue pour la première fois, en fait. Donc, il est certain qu'il y a une appréhension et des questions, des dysfonctionnements qui peuvent apparaître au début, qui seront peut-être un peu plus jugulés par la suite. Voilà, peut-être apprendre. Mais voilà, d'habitude, j'accompagne plutôt des personnes qui ont un peu plus de bagages professionnels, mais voilà, sait-on jamais, je reste ouvert à tout si je peux faire quelque chose. Alors, on a Nicolas qui nous dit ne pas être bien dans son entreprise, mais ne pas oser partir. Est-ce que ça correspond à cette même peur? Ça peut. Dans les personnes que j'accompagne, la peur, enfin, quand on n'est pas bien dans son entreprise et qu'on ne part pas, généralement, il y a deux choses aussi qui sont absolument évidentes. C'est je vais partir pourquoi. Alors pourquoi, généralement en un mot, on sait pourquoi, mais pourquoi en deux mots, on ne sait pas. Donc il faut avoir un autre projet souvent pour avoir la force de partir, parce qu'il faut partir avec le sourire en disant voilà, merci, au revoir, mais il y a quelque chose d'autre qui m'attend. Et puis il y a la peur aussi de ne pas forcément être bon après, effectivement. Donc je pense que c'est à cela que fait référence notre auditeur. Et il y a aussi la problématique de l'argent, hein, des revenus. Ça, je le rencontre très fortement. Et alors moi, j'ai aucun tabou par rapport à ça. Je trouve que c'est hyper important d'en parler. Voilà, on a besoin de vivre quand même. Donc partir en disant voilà qu'on n'en peut plus, beaucoup de panache et en parlant de ses valeurs, c'est super bien. Sauf qu'après, quand on se retrouve seul dans son salon à 10h du matin, en se demandant qu'est-ce que j'ai fait, c'est pas agréable. Donc, en fait, tout ça, ça se prépare. Et effectivement, mais dans le changement, il y a beaucoup de peur. C'est pour ça que vraiment, j'accompagne les personnes qui sont encore en poste et qui se posent des questions
pour que cette transition, elle puisse être préparée dans les meilleures conditions, qu'il n'y ait pas de regrets, que la personne ait fait les bons choix, que surtout elle se trouve à l'aise financièrement, qu'il n'y ait pas cette angoisse-là, et qu'on puisse vraiment parler de nouveaux projets D'accord, de manière concrète. super. On a Maïva qui nous dit: Bonjour, je suis diplômée notaire depuis 1 an. Je ne me sens pas à la hauteur avec pourtant un bagage de 8 ans d'études. Quel conseil tu lui donnerais? Alors, pour avoir été avocate aussi, je sais qu'on a beau faire plein d'études de droit, quand on arrive dans un cabinet, voilà, on est un peu mis à l'épreuve et en fait, il y a un gap entre tout ce qu'on a appris et puis effectivement la pratique qu'on va avoir. Je sais que les premières années sont vraiment très dures, on est vraiment très dur, quoi, hein, parce qu'on doit tout prouver, qu'on doit trouver sa place dans le cabinet. Je pense que cette première peur de ne pas être à la hauteur, finalement, elle est assez normale, comme je disais tout à l'heure, parce qu'elle est, elle est compréhensible, elle est cohérente. Après, que Maëva n'hésite pas, que tu n'hésites pas à trouver les appuis, à dire que c'est compliqué pour toi. Ça c'est pas, c'est pas être imparfait ou c'est pas les décevoir que dire que c'est dur pour toi. Donc, n'hésite pas à trouver des appuis, à comprendre aussi qu'est-ce qui, toi, pourrait t'aider pour que tu sois mieux, pour que tu te sentes plus à la hauteur. Mais oui, voilà, les premières années, c'est toujours un peu compliqué. En revanche, s'il y a trop de souffrance, il faudra s'interroger plus loin. Mais je dirais que cette peur de ne pas se sentir à la hauteur pendant la première année, elle est assez normale parce que c'est une année très challengeante. Je dirais même les 3 premières années. Merci, merci Ben pour ces paroles. On a Mélodie aussi qui nous dit, on n'a pas trop abordé ce sujet-là d'ailleurs, comment se remettre d'un burn-out? J'ai l'impression que je ne pourrai plus jamais être à nouveau à la hauteur. Le moindre stress me paralyse. Oui, je comprends. Le burn-out, c'est vraiment spécifique parce que là, pour le coup, on est allé trop loin. Il y a quelque chose qui a lâché. Donc, c'est une épreuve très, très forte. Ça apprend sa propre vulnérabilité. Donc, voilà, j'en accompagne beaucoup. Je suis aussi passée par là. Donc, voilà, plein d'empathie. Il faut du temps pour retrouver sa concentration, sa capacité. Parfois, il y en a qui ne vont pas retrouver cette hauteur à laquelle ils étaient habitués. Parfois, ça va prendre un petit peu de temps. Hein, on dit qu'en fait, la descente, cette fameuse descente, là où on ne prend pas soin de soi, où on va vers le crash en fait, du burn-out, ça compte pour 1. Et la reconstruction, elle compte pour 3, hein, au niveau du temps qu'il va falloir en fait pour retrouver en fait un niveau équivalent qu'on avait avant. Alors moi, je suis très optimiste parce que je dis que je pense qu'on ne va pas retrouver le niveau d'avant, on va retrouver un niveau meilleur. Sauf que je ne le mets pas sur la même échelle. Ce ne sera pas le niveau de voilà, je me déchaîne, j'en fais 3 tonnes plus que les autres, je ne m'écoute pas, je ne prends pas soin de moi, je ne me respecte pas. Ça, on l'a déjà fait. On a déjà joué à ce jeu et il n'est pas intéressant parce qu'en fait, il nous abîme. Par contre, d'apprendre à savoir dire non, à développer son assertivité aussi, tout ça, ça va être très intéressant de comprendre pourquoi on a fait tout ça. Est-ce qu'on ne peut pas faire autrement? Ça, c'est un autre sujet. C'est des choses qui finalement vont nous enrichir. Mais après un burn-out, effectivement, cette histoire de hauteur, oui, ça, on passe tous par là quand on l'a eu. Et il faut se faire accompagner. Il faut surtout comprendre ce qui s'est passé pour anticiper, voir les warnings qui vont se profiler dans la vie d'après pour surtout pas recommencer. Et changer en fait les matrices qui vont pas bien. Merci Violaine. Mais oui, perte de hauteur phénoménale, elle se fait lors d'un burn-out. Hein, c'est le gros crash. On va regarder une dernière question, Violaine, de Jean-Charles qui nous dit: est-ce qu'il y a un rapport entre le syndrome de l'imposteur et le salaire? Est-ce que tu vois une corrélation là-dedans? Oui, j'en vois une, évidemment, pour ceux qui n'osent jamais demander. Et là, je suis ravie que ce soit du coup un homme, parce que souvent, c'est plus féminin. Mais il y a plein d'hommes qui ont
composante féminine, quelque part, souvent moins oser, moins savoir oser. Oui, évidemment. Il y a, on est persuadé au fond de nous que même si on reçoit des compliments, même si on